Bonjour, dans cette vidéo, je vais introduire de nouvelles lois de probabilité qui sont les lois normales, qui vont constituer le chapitre numéro 5. Alors, on a vu ensemble les lois binomiales, les lois de Poisson, et donc c'est ici l'occasion de découvrir un troisième type de loi, les lois normales. Alors en fait, vous n'allez pas vraiment découvrir parce que vous les avez déjà étudiées en classe de terminale, mais je vais reprendre à peu près du départ pour que tout le monde soit à peu près au point là-dessus. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est traiter un exemple pour que vous voyez à peu près comment fonctionne une loi normale. L'exemple que j'ai choisi de prendre, c'est celui qui consiste à dire qu'on va relever beaucoup de fois, par exemple 10 000 fois, la température, exprimée bien sûr en degrés Celsius, dans un réfrigérateur. Donc on relève à certains instants la température dans le réfrigérateur. Vous avez ici dans ce tableau la répartition des températures et les fréquences ou les proportions d'apparition. Donc par exemple, les températures comprises entre moins 1 degré Celsius compris et 1 degré non compris représentent 5,40% des mesures. On a 24,20% des mesures qui étaient entre 1 et 3 degrés, 1 compris, 3 degrés non compris, 39,89% entre 3 et 5, etc. Il y en a une toute petite minorité, moins de 1%, qui sont en dehors de l'intervalle moins 1, 9, c'est-à-dire soit plus petite que moins 1, soit supérieure à 9. On va maintenant représenter ces répartitions sous forme d'un histogramme avec le logiciel GeoGebra. Donc dans l'histogramme, comment ça fonctionne? Donc nous avons la proportion de température entre moins 1 et 1 degré Celsius qui est de 5,4%. Donc je rappelle que pour 5,4% des mesures, on a une température comprise entre moins 1 et 1 degré Celsius, et on représente ça sous forme d'un rectangle. Donc sur l'axe des abscisses, ici vous avez la température dans le réfrigérateur. On prend donc, comme on est entre moins 1 et 1 degré, on se met sur l'intervalle moins 1, 1, et on construit un rectangle dont la superficie, c'est-à-dire l'air, est égale à 5,4%. On fait pareil entre 1 et 3 degrés. Donc on a ici, entre 1 et 3 degrés, on fabrique notre rectangle dont la superficie, l'air, est égale à 24,2%, c'est-à-dire 0,242. On fait de même entre 3 et 5 degrés, 39,89%. Pareil entre 5 et 7 et entre 7 et 9. D'accord ? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est la même chose, sauf qu'on va resserrer l'intervalle des températures. Tout à l'heure, on était entre moins 1 et 1 degré. Cette fois, on va resserrer entre moins 1 et 0. Donc on a par exemple ici 1,59% des mesures qui ont été réalisées en tout cas qu'on a trouvé entre moins 1 et 1 degré. On fait de même entre 0 et 1, on trouve 4,31. Pareil entre 1 et 2, 9,13, etc., etc. Et entre 8 et 9, 1,59. Ok. On fait la même chose, mais cette fois avec une amplitude encore plus petite, c'est-à-dire que cette fois-ci, les intervalles vont avoir une amplitude de 0,5 degrés. Donc entre moins 1 et moins 0,5 degrés, on a eu environ 0,59% des valeurs. On fait de même sur les autres intervalles. Voilà, entre 1 et 1,5, on a eu 3,88% des valeurs, etc., etc. Vous l'avez compris, on va rediminuer encore l'intervalle. Et cette fois-ci, c'est entre moins 1 et moins 0,9 degrés qu'on va commencer. Donc environ 0,09% des valeurs ont été comprises entre moins 1 et moins 0,9. Donc on fait pareil pour tout le monde, pour tous les intervalles. Et donc on va avoir des fréquences qui vont augmenter petit à petit jusqu'à atteindre un certain maximum. Et ensuite les températures vont rediminuer. En tout cas les fréquences vont rediminuer quand les températures augmentent. Donc ici vous avez tous les petits rectangles dont la superficie c'est la proportion à chaque fois de l'intervalle. Bien, si maintenant, avec ce graphique, avec cet histogramme, on voulait déterminer la proportion de température comprise entre 1 et 2 degrés.
Bien, si maintenant nous souhaitons connaître la proportion, avec cet histogramme, la proportion de température entre 2 degrés et 3 degrés, comment on pourrait faire avec uniquement l'histogramme qu'il y a actuellement? Eh bien, la réponse, elle est assez simple. L'idée, ce serait de prendre chaque rectangle compris entre 2 et 3 ici en abscisse et de faire la somme des aires de tous ces rectangles-là. D'accord? Donc là, après, avec le logiciel, on pourrait trouver l'aire de cette partie qui est ici. Ok? Alors maintenant, je vais reposer ma question, mais cette fois, on va refaire un histogramme, mais non pas avec une amplitude ici de 0,1 degré, mais avec une amplitude de 0,01 degré. Donc là, par exemple, ici, entre moins 1 degré et moins 0,99 degré, il n'y a eu que 0,01% des mesures qui ont donné une température comprise entre les deux là. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire pareil pour tous les intervalles. Alors regardez ici, tous les rectangles qui apparaissent, ils sont extrêmement fins parce qu'ils ont une largeur de 0,01 unité en abscisse. Et donc si je les fais défiler au fur et à mesure, un petit peu comme tout à l'heure, vous devriez voir apparaître ici, là ici on distingue quasiment plus l'arête supérieure des rectangles. Ici ça va nous dessiner une courbe qui a une allure un petit peu de cloche. D'accord? Donc maintenant, je vais faire dessiner la courbe sur le logiciel et je vais enlever les rectangles. Voilà. Voici la courbe qui a été dessinée par les rectangles successivement. Et je vais reposer ma question de tout à l'heure. Comment vous feriez à partir de ce dessin pour représenter, en tout cas pour trouver la proportion de température qui était située entre 2 degrés et 3 degrés? L'idée, c'est de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de faire apparaître les rectangles successifs et ici, de faire la somme des aires de tous ces rectangles-là. D'accord? Donc ici, je fais dessiner tous les rectangles sur le logiciel. Mais ça ne vous fait pas penser à quelque chose, cette superficie, en tout cas l'aire de cette superficie? Eh bien si, c'est tout à fait l'intégrale de la fonction dont la courbe est la courbe en cloche en bleu sur l'intervalle de 3. Et si on fait le calcul, on obtient 0,15. Donc en clair, la proportion de température comprise entre 2 et 3 degrés est environ égale à 15%. Donc 15% des mesures ont donné des résultats entre 2 et 3 degrés. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va noter x, la variable aléatoire, qui, à chaque instant, associe la température dans le réfrigérateur. Si on s'intéresse à la proportion de température entre 2 et 3 degrés, cela revient à chercher la probabilité que x soit compris entre 2 et 3. Donc, la probabilité que la température dans le frigo soit entre 2 et 3 degrés Celsius est égale à l'aire de cette partie ici, de cette surface ici, qui est donc l'intégrale entre 2 et 3 de la fonction représentée par la courbe en bleu, et le logiciel me dit que la réponse c'est 0,15. Vous allez me dire, ouais mais monsieur, comment le logiciel il a fait pour trouver 0,15? Parce que si on veut calculer l'intégrale, il nous manque une information, il nous manque l'expression de la fonction. Eh bien la voici l'expression de la fonction. C'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Donc c'est 1 sur racine de pi fois 2 au carré. Alors on aurait pu faire le calcul, mais j'ai fait exprès de le laisser comme ça, vous allez voir après pourquoi. Exponentielle de moins t moins 4 au carré sur 2 fois 2 au carré. Bref, cette formule n'est absolument pas à retenir. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour calculer la proba que la température du frigo soit entre 2 et 3 degrés, je répète qu'il faudrait qu'on calcule la somme des aires des rectangles qui sont ici, ce qui revient à calculer l'intégrale de la fonction entre 2 et 3. Pour calculer cette intégrale, on a besoin de trouver une primitive de cette fonction-là. Malheureusement, toutes les techniques qu'on a vues ensemble ne permettent pas de trouver une primitive de cette fonction-là. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre solution.
impossible de trouver ce résultat-là en faisant un calcul intégral. Mais alors, comment va-t-on faire pour calculer la probabilité que la température soit comprise entre 2 et 3 si on ne peut pas faire de calcul intégral? Eh bien oui, effectivement, on va utiliser le tableur. Mais avant d'utiliser le tableur pour calculer cette probabilité ici, on va traiter certains cas un petit peu plus simples. On va essayer de voir comment calculer P de x égale 3. Et on va voir comment on fait pour calculer P de x inférieur ou égal à 3 quand x suit une loi normale, c'est-à-dire une loi dont la courbe ici est une courbe en cloche. Alors, pour calculer la première probabilité, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une température égale à 3 degrés exactement, on ne va pas procéder tout de suite avec le tableur. On va en fait réfléchir un petit peu par rapport à ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On sait que la probabilité d'être entre 2 et 3, c'est l'intégrale entre 2 et 3 de la fonction f, dont la courbe, je répète, est la courbe en cloche ici. Donc, si je réfléchis un peu, je me dis, la probabilité que x soit égal à 3, en fait, c'est la probabilité que x soit compris entre 3 et 3. Jusque-là, rien de bien magique. Si j'utilise ce qui est ici, eh ben, je remplace 2 par 3, et ça veut dire que la probabilité que x soit entre 3 et 3, c'est l'intégrale entre 3 et 3 de f de t dt. Autrement dit, on cherche l'aire d'un rectangle qui est sous la courbe de la fonction f, mais dont la largeur est nulle, parce que c'est entre 3 et 3. Si la largeur est nulle, eh ben, tout simplement, ça veut dire que l'aire du rectangle est nulle, donc que l'intégrale vaut 0. Pardon. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que la température soit pile égale à 3 degrés, elle est nulle. Alors, c'est un modèle mathématique, d'accord? C'est-à-dire que c'est quasiment impossible d'avoir une température de pile 3 degrés. Bon, ça, on peut l'extrapoler du coup à toutes les températures. J'ai mis 3, mais si ça aurait été 4, ce serait pareil. Si ça avait été 5, ça aurait été pareil, etc., etc. Donc déjà, première chose à retenir, si x suit une loi normale, alors, pour tout réel a, la probabilité que x soit égal à a, c'est égal à 0. Ça, c'est vrai pour n'importe quel réel a. D'accord? Donc, en particulier ici, pour p de x égale 3, c'est égal à 0. Ça veut dire qu'en fait, on n'a jamais besoin du tableur pour calculer une probabilité de cette forme-là. On sait que ce sera toujours égal à 0. Bien, maintenant, passons à la deuxième proba, la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3. Là, effectivement, on va utiliser le tableur. Mais pour utiliser le tableur, quand on a une loi binomiale, par exemple, on a besoin des paramètres de la loi binomiale. Si on a une loi de Poisson, pareil, on a besoin du paramètre de la loi de Poisson qui s'appelle lambda. Quand on a une loi normale, quels sont les paramètres de cette loi normale? Eh bien, pour trouver les paramètres de la loi normale suivie par x, on va réutiliser dans un premier temps l'expression de la fonction dont la courbe est tracée sur le logiciel. Eh bien, la loi normale dépend de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est celui-ci, qu'on va noter mu. Et ce paramètre, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'espérance de notre variable aléatoire. Autrement dit, dans notre contexte à nous, ici, 4, qui est le premier paramètre de la loi normale, représente la température moyenne dans le réfrigérateur. Le deuxième paramètre, deuxième et dernier paramètre de la loi normale, c'est le coefficient qui est ici, sous le carré, à ces deux endroits-là. Et ces deux coefficients, enfin ce coefficient qui apparaît deux fois, c'est le nombre qu'on va noter sigma qui représente l'écart type des températures dans le réfrigérateur. Donc votre loi normale dépend de ces deux paramètres, de la moyenne et de l'écart type des températures. Mais vous allez me dire, mais monsieur, vous nous aviez dit que l'expression de la fonction, c'était pas important de la retenir. Comment on fait du coup pour trouver les paramètres? C'est une excellente question. Comment faire pour trouver les paramètres sans l'expression de la fonction, mais uniquement avec le graphique? Alors ma réponse va être un petit peu faussée.
alors pas faussée, mais disons incomplète. Le premier paramètre, la moyenne, on peut le trouver graphiquement. L'écart type, c'est compliqué de le trouver graphiquement, je ne vous le demanderai pas. Par contre, on peut trouver la moyenne graphiquement. Regardez, si on reprend le dessin de la courbe en cloche, la température moyenne qui est 4, en sachant que, rappelez-vous, les températures sont sur l'axe des abscisses, qu'est-ce que c'est que cette température moyenne? Eh bien, c'est tout simplement l'axe de symétrie de votre courbe de la loi normale. Autrement dit, pour trouver la moyenne, c'est-à-dire l'espérance de votre variable aléatoire qui suit une loi normale, il suffit de trouver l'axe de symétrie de la courbe en cloche et de lire le nombre en abscisse. Donc là, on peut aisément voir que le premier paramètre de la loi normale, c'est mu, c'est-à-dire 4. Donc, chose à retenir, le nombre mu, c'est-à-dire le premier paramètre de la loi normale, c'est le nombre qui est sur l'axe des abscisses et par lequel passe l'axe de symétrie de la courbe en cloche. D'accord? Bien, donc comme maintenant nous avons les deux paramètres de notre loi normale, on va pouvoir utiliser le tableur pour faire les calculs. Alors avant d'utiliser le tableur, on va juste montrer la notation quand on dit que x suit la loi normale, le paramètre 4 et 2, on note donc que x suit la loi normale de paramètres 4 et 2. Bien, maintenant nous allons passer sur le tableur pour calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3. Alors, exactement par le même principe que pour la loi binomiale, on va commencer à taper égale loi, point normal, et là il nous en propose beaucoup. On va utiliser le deuxième, loi normale n, comme loi binomiale n. Alors on regarde ce qu'il nous demande. Il nous demande le x, c'est-à-dire ici le nombre 3. Il nous demande ensuite les deux paramètres, l'espérance et l'écart type. L'espérance, c'est 4. La température moyenne dans le réfrigérateur, c'est 4. L'écart type, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure avec la fonction, c'est 2. Rassurez-vous, je le précise parce que je ne l'avais pas dit, dans les exercices, l'écart type vous sera donné. D'accord? L'espérance sera soit donnée, soit à trouver avec le graphique par exemple. Et le cumulatif, on met 1. Et on obtient ce résultat ici, que je vais arrondir, on va dire, au centième. D'accord? Bien. Donc la probabilité que la température soit inférieure ou égale à 3 degrés est égale à 0,31. Donc ici, j'ai rappelé la formule qui permet de calculer P de x inférieur ou égal à 3 grâce au tableur. Mais alors vous pourriez vous dire, mais monsieur, la formule qu'on avait vue avec le 0 à la fin, égale loi normale, le 3, le 4, le 2, et si je mets 0, est-ce que ça doit me donner 0, qui est la probabilité que x soit égal à 3? Eh ben non, alors ça ne donne pas 0. Pourquoi? En fait, la formule ici, la formule là, donc je répète, devrait nous donner 0 parce qu'on sait que la probabilité que x soit égal à 3, c'est égal à 0. En revanche, Excel ne donne pas 0 comme résultat. Qu'est-ce qu'il nous donne en fait? Alors je vous l'explique, mais c'est pas à retenir vu qu'on l'utilisera jamais. Mais en fait, ce que va donner Excel, c'est le nombre ici, qui est l'image du nombre 3 par la fonction petit f, dont la courbe est tracée sur le logiciel. Ça nous donne l'image qui est ici. D'accord? Donc ça ne représente rien pour nous en termes de proba, donc on ne l'utilisera jamais. D'accord? Donc à retenir seulement pour la loi normale, et sur Excel, on va calculer que des p de x inférieur ou égal à quelque chose, et pour tout ce qui est p de x égal à quelque chose, on se rappelle que c'est égal à 0. D'accord? Alors je reviens à la question qu'on s'était posée au départ. Comment calculer maintenant la probabilité que x soit compris entre 2 et 3? Alors on va traiter le cas de la loi binomiale. D'accord? Déjà pour voir un petit peu les idées. Alors si x suit une loi binomiale, on a que la probabilité que x soit compris entre 2 et 3, c'est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, moins la probabilité que x soit strictement inférieur à 2. Bon, on l'a vu, Excel n'est pas capable de nous donner la probabilité que x soit strictement inférieur à 2. Donc il faut qu'on traduise cette proba sous la forme p de x inférieur ou égal à quelque chose. Et pour une loi binomiale,
Ici, avoir moins de 2 succès, ça veut dire en avoir au maximum 1. Et donc, on peut terminer notre calcul sur le tableur. Mais ici, x suit une loi normale. Donc, le raisonnement au départ, c'est le même. La probabilité d'être entre 2 et 3, c'est la probabilité d'être inférieur ou égal à 3, moins la probabilité d'être strictement inférieur à 2. Mais maintenant, le souci, c'est qu'être strictement inférieur à 2 n'est plus égal à être inférieur ou égal à 1 quand on suit une loi normale. Alors, pourquoi? Eh bien parce que, je vais l'écrire ici, on sait que P de x inférieur ou égal à 2, c'est P de x égale 2, plus P de x inférieur strictement à 2. En clair, être inférieur ou égal à 2, c'est être inférieur à 2 ou égal à 2. Sauf qu'on l'a vu tout à l'heure, quand x suit une loi normale, cette proba-là, elle est égale à 0. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2 est égale à la probabilité que x soit strictement inférieur à 2. Autrement dit, pour une loi normale, être inférieur ou égal à 2, c'est pareil que d'être inférieur strictement à 2. Conclusion, c'est plus simple finalement que la loi binomiale par exemple. Parce qu'on va pouvoir en conclure que la probabilité que x soit compris entre 2 et 3, c'est égal finalement à la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, d'après ce qu'on vient de faire juste au-dessus. D'accord? Si vous voulez, je mets des flèches ici pour vous montrer pourquoi on a abouti à ce résultat. Donc ça, à retenir, c'est quelque chose de très important, extrêmement important pour les calculs sur tableur. On n'a que P de x compris entre A et B, avec A et B des réels, peu importe lesquels, c'est P de x inférieur ou égal à B, moins P de x inférieur ou égal à A, quand x suit bien sûr une loi normale. Bien alors, comment on va faire au tableur pour calculer cette probabilité-là? Bien en fait, il suffit de saisir les deux formules qui permettent d'obtenir ces deux probabilités-là et de les soustraire. Donc c'est parti, sur le logiciel on va taper égale loi normale.n avec donc le nombre 3 en premier. On saisit les deux paramètres qui sont la température moyenne, l'écart type des températures, et le cumulatif égal à 1. On soustrait par la même formule, mais avec cette fois-ci le nombre 2 qui est ici. 2, toujours 4 en espérance, en température moyenne, 2 comme écart type et cumulatif qui est égal à 1. On tombe sur ce résultat-là. Alors on va l'arrondir au centième comme le précédent, et on retombe bien sur 0,15, c'est-à-dire la probabilité que le logiciel nous avait annoncé, affiché tout à l'heure. D'accord? Donc au tableur, on saisit loi normale avec B moins loi normale avec 1. Alors, avant de passer au bilan de cette première vidéo, les éléments vraiment essentiels à retenir pour le moment sur la loi normale, je vais vous montrer l'influence de la moyenne et de l'écart type sur l'allure de la courbe. Donc, on va reprendre la courbe en cloche qu'on avait étudiée tout à l'heure. On avait la moyenne, mu qui était égale à 4 et l'écart type qui était égal à 2. Et on avait dit que mu, donc ici égal à 4, c'est l'axe de symétrie de la courbe. Donc si je fais varier mu, eh bien il est évident que la courbe va se translater à gauche ou à droite selon si je diminue ou si j'augmente le nombre mu. Maintenant l'écart type, on va essayer de comprendre ce qui va se passer. Si l'écart type des notes des étudiants par exemple est très très faible, ça veut dire que les notes sont très proches de la moyenne et donc les notes sont très resserrées entre elles. On va dire que les résultats sont homogènes. Si en revanche l'écart type il est très grand, ça voudra dire que les notes sont très dispersées autour de la moyenne et donc très éloignées les unes des autres, en moyenne. Donc les résultats seront plus hétérogènes. Donc ici, si je fais diminuer sigma, les températures devraient être très proches de la température moyenne qui est de 4 degrés. Donc la majorité des températures devraient être proches de 4.
Donc la cloche devrait se rétrécir, en tout cas s'affiner. C'est bien ce qu'on observe. Si en revanche j'augmente sigma, les températures vont être de plus en plus hétérogènes et donc la courbe va avoir tendance à s'aplanir. D'accord? Donc voilà l'influence des deux paramètres sur la courbe en cloche. Mu, ça va juste translater la courbe, vu qu'il y a un axe de symétrie. Et si sigma augmente, la courbe va s'aplanir. Si sigma diminue, la courbe va s'affiner. Donc voilà l'influence des deux paramètres. C'est longue, mais qui a eu le mérite de vous faire découvrir beaucoup de choses sur la loi normale. Alors ce bilan-là, il est essentiel à prendre en note, bien évidemment. C'est vraiment les points essentiels à retenir. Donc si x est une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma, on rappelle que mu représente l'espérance de x, c'est-à-dire que c'est la moyenne des valeurs. Et on rappelle aussi que sigma, c'est l'écart-type de x, donc l'écart-type ici par exemple des températures. Ensuite, chose que je n'avais pas dit tout à l'heure mais qui était un petit peu sous-entendue, c'est que quand une variable aléatoire suit une loi normale, théoriquement elle peut prendre toutes les valeurs réelles. Et c'est la grande différence avec la loi binomiale et la loi de Poisson par exemple. Rappelez-vous, la loi binomiale est limitée dans le nombre de valeurs, ce sont que des nombres entiers, entre 0 et n, qui est le nombre de répétitions de l'expérience. La loi de Poisson, elle, n'est pas limitée sur le nombre de valeurs, par contre, elle ne prend que des nombres entiers, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Nombres entiers naturels. Une loi normale peut prendre, comme la loi de Poisson, une infinité de valeurs, mais elle peut prendre toutes les valeurs réelles, pas forcément un nombre entier. Par exemple, tout à l'heure c'était x, la température dans un réfrigérateur. La température peut être un nombre décimal, 2,7 degrés par exemple. Ça, c'est pas possible pour une loi de Poisson. Ensuite, il faut retenir le schéma de la loi normale, c'est-à-dire le tracé de la courbe de la fonction qui représente la loi normale, et se rappeler que l'axe de symétrie, c'est au niveau de l'espérance, c'est-à-dire de la moyenne, le premier paramètre. Ensuite, bien se souvenir que la probabilité que x soit égal à une valeur, peu importe cette valeur, c'est égal à 0. Ce qui implique que la probabilité que x soit inférieur ou égal à a est égale à la probabilité que x soit inférieur strictement à a. Schématiquement, ça veut dire qu'on met a en abscisse ici, en se souvenant que cet axe-là représente l'ensemble des valeurs possibles de grand X, et que la probabilité que x soit inférieur à a, c'est donc l'aire de la zone qui est à gauche du nombre a. Ensuite, on ne l'a pas vu ensemble, mais ça paraît couler de source par rapport à ce qui est écrit ici, c'est que la probabilité que x soit strictement supérieur à a, comme pour au-dessus, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à a. C'est donc égal à 1 moins p de x inférieur à a. Cette égalité est toujours vraie, mais dans notre cas d'une loi normale, on sait que p de x inférieur à a, c'est pareil que p de x inférieur ou égal à a. Donc, avec le tableur, on peut calculer ces deux probas facilement en utilisant ce résultat-là et la propriété du tableur. Donc sur le tableur, pour calculer cette proba-là ou celle-ci, ce qui est pareil, avec un inférieur strict, c'est loi normale.n avec a, mu, sigma et 1. La proba que x soit entre a et b, c'est l'intégrale entre a et b de la fonction f dont la courbe est tracée ici. Et graphiquement, c'est donc l'aire de la zone délimitée par a et b et qui se trouve sous la courbe de la fonction f et au-dessus de l'axe des abscisses. Et enfin, la probabilité que x soit compris entre a et b, c'est aussi égal à p de x inférieur ou égal à b moins p de x inférieur ou égal à a. Je répète que pour une binomiale ici, on a a moins 1, mais pour une loi normale, qu'on est inférieur strictement à a ou inférieur ou égal à a, c'est la même chose, c'est ce qu'on a vu au-dessus. Donc ça à retenir pour l'utiliser au tableur, c'est ce qu'on a vu précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez compris l'essentiel des choses à retenir. Donc là, la page de bilan résume tout ce qu'il faut savoir pour le moment sur la loi normale. Et donc, ça va être à vous de jouer sur des exercices. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.